Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. 50 ans de vie politique au service de la France. Vous racontez dans un livre « Je dois vous dire ». Nos droits sont en danger. On va bien sûr parler de votre expérience comme défenseur des droits. Vous avez été garde des Sceaux, vous avez été ministre de la Culture et de la Francophonie, auprès de Jacques Chirac, que vous citez d'ailleurs dans ce livre. Au fond, ce n'est pas un livre pessimiste, vous le dites, mais au fond, vous dressez quand même un constat terrible sur la question des droits. Ce n'est pas un livre de souvenirs, c'est un livre d'expérience. Et en même temps, c'est un livre de conviction, parce qu'il est fondé, naturellement, sur l'idée que les valeurs universelles, les valeurs de l'humanité doivent triompher, et en particulier dans nos principes juridiques, dans ce qu'on appelle l'état de droit. Et ce que je constate, c'est que cet état de droit, il recule. Il recule dans des situations qu'on connaît bien, certaines dictatures dont on parle tous les jours dans les journaux, du Brésil à la Hongrie, mais il recule aussi chez nous ou dans des pays qui sont considérés comme normalement démocratiques. Parce que aujourd'hui, il s'est produit quelque chose qui me paraît assez inquiétant, c'est que les valeurs universelles, les valeurs d'humanité sont souvent supplantées par la volonté d'identité, c'est-à-dire la volonté de voir sa propre volonté, sa propre communauté, sa propre race, mise en avant par rapport... C'est l'idée que la différence qui divise est en train de prendre le pas sur l'égalité qui rassemble. Or, oui, tout notre système d'état de droit, il est fondé sur ce principe d'égalité et sur ces valeurs universelles. C'est ça que je veux dire, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une idée qui peut être à contre-courant, parce qu'on a le sentiment que, en gros, 2/3 des gens, par exemple, privilégient la sécurité par rapport à la liberté. Ça, c'est le cas en France. On l'a vu pendant l'élection présidentielle. Depuis. Mais je pense que c'est une affaire qui a commencé, de mon point de vue, avec l'affaire des tours jumelles, c'est-à-dire depuis le Patriot Act américain au début des années 2000, tout le monde s'est aligné un peu sur cette situation et sur cette proposition américaine consistant à renforcer la sécurité au détriment de la liberté. Aujourd'hui, c'est très inconscient, à travers l'état d'exception contre le terrorisme, à travers l'état d'exception contre la pandémie, on accepte sans rien dire, en quelque sorte, ou sans s'en apercevoir, un certain recul de nos libertés et de l'égalité. Ce livre a pour but de dire, je ne vous le dis pas parce que je le crois, je crois qu'il faut que je vous le dise parce que je le vois. Oui, c'est quoi? C'est une tentation, j'allais dire, totalitaire, d'une certaine façin. Autoritaire, en tout cas. Au moins avec le système électif, oui, y compris d'ailleurs dans un cadre démocratique. L'exemple, un des exemples qui est très clair et qui est à 1500 km, 2000 km d'ici, c'est la Hongrie. Monsieur Orban a été élu déjà 4 fois, chaque fois avec des majorités croissantes. Et avec cette majorité, il fait quoi? Cette majorité démocratique en quelque sorte. Il fait quoi? Eh bien, il réduit les droits. Il met en cause l'état de droit, c'est-à-dire qu'il réduit les pouvoirs de la presse, il met la main sur la magistrature, il donne, ce qui est le propre même d'une politique identitaire, des droits privilégiés aux Magyars par rapport à d'autres. Il veut même donner des droits aux Magyars qui sont en dehors de la Hongrie, c'est-à-dire en Roumanie, pour qu'en quelque sorte le peuple magyar se retrouve comme il était avant 1920, au sein de l'Europe de l'Est. Voilà une démarche, c'est un processus démocratique qui permet, en Hongrie, mais aussi en Pologne par exemple, qui permet de conduire une politique autoritaire et une politique qui réduit l'état de droit. C'est le cas aussi en France. Vous êtes un chapitre entier. Vous avez, en tant que défenseur des droits, d'ailleurs, vous êtes souvent intervenu sur des sujets, sur la loi antiterroriste, sur un certain nombre de sujets, pour mettre en cause, finalement, les décisions administratives ou politiques. Et de manière extrêmement concrète, quand, en mars 2020, il y a eu la pandémie et le premier confinement, eh bien, j'ai pris un certain nombre de décisions, et le gouvernement a accepté de le faire, pour qu'un certain nombre de personnes ne soient pas, comme elles étaient dans les premières décisions du gouvernement, prisonnières chez elles, en quelque sorte. C'est-à-dire, mon travail pour la liberté s'est traduit de manière simplement concrète que des personnes pouvaient sortir au moins un moment pour aller chercher leur pain. Et je pense que
il faut bien comprendre que l'état de droit, ça n'est pas quelque chose qui est comme ça dans le ciel pour les anges ou pour les théoriciens du droit, pour les professeurs. L'état de droit, c'est la vie quotidienne. Et si cet état de droit n'est pas respecté, votre vie quotidienne change. Oui, vous dites aucune cause, je vous cite, n'autorise à s'écarter du droit et de la liberté d'expression. Oui. Or, on constate que les causes priment et qu'on dit, voilà, au nom de cette cause. Mais ça s'explique parce que aujourd'hui, la raison recule au profit de l'irrationnel. Et en particulier, c'est clair que la peur est le principal moteur. La peur du terrorisme, la peur de l'insécurité, la peur de l'affrontement avec les uns ou avec les autres, la peur de la délinquance et la peur naturellement de la pandémie, de la maladie et de la mort. Et la peur conduit à, de la part des individus ou des collectivités ou des peuples, à des comportements de caractère irrationnel. Et ce que je voudrais, moi, c'est décrire simplement ce que la raison avec un grand R, si j'ose dire, doit nous amener à faire, c'est-à-dire à refuser justement de se laisser aller. Ou, lorsqu'on a pris des décisions ponctuelles qui sont nécessaires pour faire face, par exemple, à l'état sanitaire, à la crise sanitaire, être dans la capacité de réfléchir, d'y revenir et de se dire non, ça c'était adapté à une certaine situation, aujourd'hui, je vais rétablir le droit tel qu'il doit être dans une démocratie comme la nôtre, qui, encore une fois, est un état de droit. L'état de droit, c'est un certain nombre de principes qui sont d'ailleurs, c'est pas du tout théorique, c'est les droits de l'homme de 1789, c'est notre préambule de la Constitution de 1946, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce sont ce corpus que notre Conseil constitutionnel d'ailleurs, ou notre Conseil d'État, permettent de protéger. Donc ce n'est pas des choses théoriques. Et je pense qu'il faut simplement que, c'est le but de mon livre en quelque sorte, on doit prendre conscience de ce qu'il y a menace sur ce corpus, sur cet édifice qui non seulement nous protège, mais nous permet de vivre. Notre vie serait tout à fait différente si nous acceptions demain que la liberté soit écornée ou si nous acceptions demain que, entre vous et moi, l'égalité n'existe plus. Oui. Et pourtant, pour beaucoup, et au plan politique aussi, et vous ne citez personne, mais on le comprend, tout ce que vous venez de citer oui. est perçu au contraire comme une restriction de liberté ou une contrainte. Oui. Vous parlez de l'Europe, vous parlez d'un certain nombre de lois, vous parlez de règles constitutionnelles dont on cherche, certains disent qu'il faut s'affranchir de ça. Et pour certains d'ailleurs, vous l'avez vu dans la campagne électorale, ils proposent même de revenir au passé, à une sorte de passé dans lequel tout serait mieux. Vous savez, c'est la fameuse phrase, c'était mieux avant. Et pas du tout. Mais pour certains, avant, c'est le XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est pas 1920 ou 1945. C'est le retour à un état où c'était le droit divin, c'était l'autorité de la monarchie. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en cause à partir du XVIIIe siècle. Nous en vivons aujourd'hui. Et ce que j'ai voulu dire, moi, c'est que ce n'est plus sensible, parce que ça fait 2 siècles, et c'est la routine. Non, l'état de droit, c'est pas une routine. C'est un combat de tous les jours. Oui. Alors, vous citez l'immigration, vous en parlez, vous parliez de cette irrationalité des sentiments, vous citez des chiffres dont vous dites, il y a, en fait, on traite cette question sur la base du fantasme. J'ai essayé à un moment où on parle de grands remplacements, des choses absolument stupides. J'ai essayé, dans un chapitre du livre, effectivement, de faire un peu le point sur l'immigration dans le monde, l'immigration en Europe, en France, et de montrer qu'en réalité, c'est un phénomène parfaitement maîtrisé, et c'est un phénomène sur lequel on devrait avoir une vision, notamment en termes de capacité de travail, et nous en avons besoin aujourd'hui dans l'économie. On devrait avoir une vision positive, alors que c'est un des phénomènes sur lesquels s'exerce justement la peur. Un certain nombre de gens ont peur de voir l'étranger, entre guillemets, nous envahir. Et j'essaye d'expliquer que tout ça, 1, ça n'existe pas, et 2, que ça n'existera pas. Par exemple,
il y a les fameuses thèses sur la fécondité des femmes étrangères qui fait que nous allons être inondés, si j'ose dire, de bébés étrangers. Mais c'est tout à fait faux. En réalité, chaque fois que des personnes viennent, notamment par exemple du continent africain, en Europe, leur fécondité et leur natalité baissent. La démographie le dit de manière incontestable. Donc, cette thèse selon laquelle il y aurait d'un côté des gens qui feraient beaucoup d'enfants et de l'autre côté des Européens qui n'en feraient plus et que donc les Européens seraient nécessairement assujettis par les autres, est une thèse qui ne résiste à aucun examen concret. Actuellement, je ne parle pas de l'avenir, je parle de ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut donc dire que on est, encore une fois, c'est tout l'essentiel de mon livre, on est dans l'irrationnel, revenons à la raison. Et le droit, c'est de la raison. Oui. Vous dites aussi, la République doit réapprendre à se faire aimer et craindre. C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés. Mais vous dites, au fond, la République, voire même la démocratie, on avait des sondages qui disaient que les gens étaient lassés de la démocratie. Ah ben aujourd'hui, vous avez, on peut dire que 2 tiers des gens, probablement d'après les études d'opinion, sont dans des idées qu'on peut appeler populistes. Et le populisme, il faut bien voir que ce n'est pas la démocratie. Hein. Ça consiste même quelquefois à mettre en l'air la démocratie. C'est-à-dire que ça consiste à dire, les représentants que nous avons, je n'en veux plus. Ils ne parlent pas pour moi. Ils ne s'intéressent pas à mes questions. On le voit bien aujourd'hui. Il y a un certain nombre de gens qui font monter des protestations identitaires par exemple. Ils disent, elles ne sont pas prises en compte, donc je vais renverser le système. D'où, je vais faire des référendums pour tout régler. Et je pense qu'on est là dans une déviation parce que, en réalité, on se retrouve avec l'idée qu'il n'y a pas, en fait, de politique qui puisse, de manière démocratique, résoudre nos problèmes en société. Et qu'il faut que, en quelque sorte, chacun d'entre nous, avec notre bulletin de vote ou notre droit de manifester le samedi dans les rues de Paris ou des grandes villes, fasse entendre son point de vue. Non, il est clair que ce que nous avons essayé de faire depuis 2 siècles maintenant, c'est d'organiser des systèmes dans lesquels le droit encadre l'expression populaire. Le droit permet de donner à chacun, de manière égale, en dignité égale, le droit de participer aux affaires publiques. Et ça, il ne faut pas le mettre en cause avec des mouvements qui, au contraire, consisteraient à dire celui-ci est légitime, celui-ci n'est pas légitime. En démocratie et dans l'état de droit, la liberté et l'égalité s'appliquent sans question de légitimité. Il n'y a pas vous qui aurez des droits et moi qui n'en aurai pas. Non, nous sommes tous les deux au même niveau. Simplement, c'est la loi qui l'organise. Oui, 64%, vous citez ce chiffre, hein, des États dans le monde ne sont pas démocratiques. Non, 64%. C'est-à-dire que la démocratie est presque, pas une exception, mais minoritaire. On le voit bien quand on est ici sur une chaîne qui est la chaîne de la francophonie, et on voit bien le vaste monde. Alors, la francophonie, il y a beaucoup de pays dont on ne peut pas dire qu'ils soient des modèles de démocratie. Mais j'ajoute que les anglophones, puisqu'il y a une communauté anglophone aussi, le Commonwealth de l'autre côté, sont un peu moins exemplaires que nous. Nous avons par exemple remis le sommet de la francophonie qui devait avoir lieu en Tunisie. Il a été décidé de le remettre parce que la Tunisie aujourd'hui, comme vous le savez, a suspendu le Parlement et n'est pas tout à fait dans les clous, c'est le moins qu'on puisse dire, du point de vue de l'état de droit. Eh bien, le Commonwealth, lui, a décidé de continuer à se réunir au Rwanda, qui n'est pas non plus un modèle parfait de démocratie. Et on voit bien comment, dans le monde même, ces questions doivent être mises à l'ordre du jour. Et elles doivent être mises à l'ordre du jour, par exemple, par des gens comme moi, qui n'y avons aucun intérêt. Moi, je ne suis pas candidat. Je suis candidat à rien du tout. Et ce que je dis, je le dis parce que ça fait 50 ans que je le vis comme défenseur des droits. Je l'ai vécu
en négatif et en positif. Il y a des choses qui se sont passées que j'ai réprouvées, d'autres au contraire que j'ai essayé de faire avancer. Je ne sais pas, moi, par exemple, ça aussi c'est un élément de l'état de droit, les droits des personnes handicapées. Eh bien, les droits des personnes handicapées, c'est quelque chose, c'est pas de la théorie, c'est la vie de tous les jours de jeunes ou de vieux qui sont handicapés. Eh bien, il faut que nous arrivions à faire en sorte que l'égalité règne. C'est ça que je défends. Et je pense que nous avons la capacité, par l'éducation, nous avons la capacité, par nos institutions, de faire avancer ces idées qui sont les idées de la raison. Oui. Voilà, simplement. Je ne suis pas, donc, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, pessimiste, mais je veux alerter. Et je crois qu'il est très important qu'on le fasse aujourd'hui, en une période où on discute sur le plan politique, on discute de président, on discute de circonscription, de députés, très bien. Mais pourquoi ? Quel est l'objectif ? Est-ce que, au bout du compte, on se trouvera avec un système démocratique, et avec un système d'état de droit qui sera mieux affirmé? Moi, c'est ce que je voudrais à l'issue de toute cette période cruciale sur le plan électoral, surtout dans un moment où la crise va arriver, dans un moment où le monde est agité par la guerre en Ukraine. Je crois qu'il est très important que on réfléchisse à ce qui fait le cœur de ce que nous voulons, ce que nous avons vécu, ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents nous ont apporté à travers les guerres, à travers la lutte pour la démocratie. Tout ce que je dis, notamment, c'est qu'il y a eu un grand moment des droits, de l'état de droit, des droits de l'homme, après la guerre, après 1945, dans les années 50, par exemple la grande convention sur le droit d'asile de 1951, de Genève. Et aujourd'hui, on est en recul là-dessus. Non, alors que le monde est un monde de progrès, indiscutablement, on a le sentiment qu'il est indifférent à l'évolution de l'état de droit. Eh bien, je voudrais casser cette indifférence. Merci beaucoup. Jacques Toubon, je dois vous dire, Nos droits sont en danger, publié chez Stock. C'est votre livre, 50 ans d'engagement au service de la France, on peut le dire. Merci beaucoup, Jacques Toubon, d'avoir été avec nous. Au revoir.